messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ce nouveau numéro de sport à la une au sommaire inédit dans l'histoire du foot sénégalais. 3 matchs, 3 victoires en phase de poule dans une compétition officielle. Ce n'était jamais arrivé. Et les Olympiques l'ont fait en vue une demi-finale devant le Nigeria, avant-dernière étape pour une qualification aux Jeux Olympiques de Rio 2016. L'autre demi-finale opposera mercredi l'Afrique du Sud à l'Algérie. L'international sénégalais Cheikh Ndoye marche sur l'eau pour ses débuts en Ligue 1. Promu capitaine de l'équipe d'Angers, le milieu de terrain a déjà inscrit 5 buts. Mais le parcours fut long pour l'enfant de Rufisque que nous avons ramené à ses premiers pas de footballeur dans sa ville natale. Foot moderne et solidarité, deux mots antinomiques dans le milieu, mais certains acteurs s'emploient à vouloir protéger les joueurs, surtout les plus jeunes. Ainsi, l'association Foot Solidaire organise ces lundis et mardis à Dakar une conférence intitulée « Ensemble pour la protection des jeunes footballeurs en Afrique ». Ousmane Dabo est l'un des parrains de l'association, il est notre invité du jour. L'ancien international français qui, depuis une dizaine d'années, travaille avec les jeunes à Ziguinchor à travers une école de football, une structure qui a besoin de vite et mieux grandir. Nous reviendrons bien sûr avec lui sur son parcours et sa reconversion. Les buzz du web, ce sera avec Momodou Ndiaye. Le voyage virtuel avec les sportifs, ce sera bien sûr en fin de mag. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Cher Tigane, bonsoir. Bonsoir, Amand Fatou. Ousmane, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, on va d'abord dérouler l'actualité du sport sénégalais, Cheikh, avec cette mission accomplie par l'équipe nationale U23. Oui, avec 3 victoires en autant de sorties, les Olympiques continuent l'aventure dans cette compétition qu'accueille le Sénégal. Encore 48 heures pour penser à la demi-finale qui va les opposer au Nigeria. Mais à leur hôtel, nous les avons rencontrés, les Lionceaux, et leur staff affiche une sérénité à toute épreuve. Ils sont ambitieux, veulent jouer un bon football, s'appuient sur des valeurs communes et appellent le public à encore plus les soutenir. C'est un reportage signé Manfatou Ndoye Chérifia avec les images de Youssou Baro. La sérénité se lit sur les visages des Lionceaux, et à juste titre. Après 8 jours de compétition, les Olympiques ont rempli une partie de leur mission. 6 buts marqués pour un seul encaissé. 2 clean sheets sur leurs 2 dernières sorties. 3 victoires et une première place acquise avec la manière. Dans cette phase de poule, le match référence reste celui joué contre la Tunisie, avec notamment ce magnifique but d'Ibrahima Diédhiou. Les Olympiques ont fourni une prestation aboutie face à des jeunes Tunisiens très habiles, ballon au pied, mais au comportement parfois douteux sur le terrain. Pour moi, notre meilleur match, c'était notre deuxième match de poule. Sur le plan du contenu, contre Tunisie, on a pu mettre en place notre façon de jouer. On a pu presser les Tunisiens, on a su les fatiguer, on s'est pris beaucoup d'occasions. Ils sont arrivés pas beaucoup de fois. Déjà 2 buts pour les 2 attaquants de pointe, Ibrahima Sori Keita et Momodou Abibou Diallo. Avec ces Olympiques, Serine Saliou Dia joue jusqu'ici en 4-3-3, un système dans lequel son groupe se sent à l'aise. Pour moi, c'est un système qui est très équilibré, qui va aussi sur le plan tactique facile à comprendre un peu pour les jeux. Je pense qu'il y a une occupation rachanée du terrain où il y a 2 excentrés, un numéro 9, il y a des milieux. Donc maintenant là, ça va être extrêmement important parce que nous, on mise un peu avoir le ballon. Quand on joue, on veut tout le temps avoir la possession du ballon. Yombul quoi, équipe bi dougal yombul. Té ñu ngi koy def. Chaque match ñu ngi dougal, ñu ngi défendre bien. Kon leen def ñu gëna jappal, gëna bolo xol yi quoi. Inch'Allah dina bax. Tout le monde peut jouer, tout le monde. Je peux jouer ou Sori aussi, il peut jouer aussi. C'est dans la victoire qu'on construit. La médaille d'or remportée au Congo-Brazzaville à l'occasion des Jeux africains a donné de la confiance au groupe. Mais ils sont unanimes à louer la bonne ambiance et les valeurs qui sous-tendent le travail. Moi-même, quand je les ai rencontrés au Congo, parce que je les ai rejoints là-bas, c'était déjà un bloc. Donc quand j'étais venu là-bas, je me suis juste collé au wagon. Donc cela veut dire que c'est un bon groupe, il y a l'ambiance, il y a tout. C'est juste le groupe parfait quoi, pour moi. Il y a un bon état d'esprit, surtout on parle tout le temps avec le coach, tout le temps on est proche avec le coach, avec tout le monde, le kiné, tout le monde. Je pense qu'une équipe c'est compliqué, c'est des joueurs qui viennent d'horizons différents. Maintenant, s'ils s'identifient à un symbole, s'ils s'identifient à des valeurs, je pense
c'est tout de gagner pour l'entraîneur. Donc je pense que quand on parle du Sénégal, on parle de solidarité pour l'AS. Eux, on parle de l'engagement. On parle de national. C'est tout un envoi de faire plaisir à sa patrie. Le G qui me plaît plus, c'est un peu la culture de la gagne parce que c'est extrêmement important qu'on suit dans cette dynamique. Le A, c'est l'abnégation et le tout, le L, c'est un peu la loyauté. Il y a un élément essentiel sur lequel comptent beaucoup les Olympiques, le public. Ils ont été soutenus, mais en réclament encore et toujours plus. Les U23 veulent aller au bout et pour cela, ils ont besoin de vous. ku ci mel ni sama mbokk yi Allez Casa quoi ñu remercier bu baax waaw xam nga. waaw non dama kontaan ci ñoom quoi man chaque jour dama koy wax si ñoo xam nga dama kontaan ci ñoom quoi. Féliciter aussi le public sénégalais, les remercier encore pour tout le soutien qu'ils sont en train de porter à ces joueurs qui ont besoin de ça pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, les voyants sont plutôt verts pour cette équipe olympique du Sénégal. Alors Ousmane, est-ce que vous avez eu déjà l'occasion de les regarder jouer? Pas encore, mais j'ai envie d'aller voir le match mercredi. J'irai au stade pour les soutenir. Alors ce match justement en demi-finale où le Sénégal va rencontrer le Nigeria. On sait que le Nigeria est très fort dans les petites catégories. Récemment, ils ont remporté la Coupe du Monde U17, la finale de la CAN U20. On s'en souvient. Ils étaient les vainqueurs. Il n'en reste pas moins que le Sénégal aussi a une chance à défendre donc, dans cette compétition. Oui, et puis le Sénégal doit marquer son territoire. Le Sénégal joue à domicile face à cette équipe nigériane qui est quand même redoutable, mais une équipe qui a des faiblesses quand même. Cette équipe encaisse beaucoup de buts. Ils ont encaissé 4 buts durant ces phases de poule, ce qui n'a pas été le cas du Sénégal qui n'en a pris qu'un seul. Et je pense que le Sénégal a tiré les leçons de ses précédentes défaites face au Nigeria, puisque il n'y a pas 6 à 8 mois, ici à Dakar, pratiquement c'est les mêmes matchs. Et c'est les mêmes équipes en plus, puisque le Sénégal avait beaucoup failli avec sa défense haute, le Nigeria, qui nous avait vraiment piégés par les ballons en profondeur. Et cette équipe nigériane qui a joué à Mbour joue exactement de la même façon. Ouais, je pense que Serigne Saliou Dia a suffisamment d'informations quand même pour contrer cette équipe mercredi. Tout à fait. On rappelle que donc les deux équipes, le Sénégal et le Nigeria, se sont rencontrées en poule aux derniers Jeux africains et s'étaient quittés sur un score de parité, 1 partout. Et puis pour l'anecdote, l'actuel entraîneur donc des Flying Eagles, il s'appelle Siasia Sanson, avait marqué donc lors du match d'ouverture de la CAN 92 l'un des buts qui avait permis donc au Nigeria, donc bien sûr en sélection A, de s'imposer devant donc le Sénégal. Et donc les Nigérians qui espèrent rééditer l'exploit. Alors très rapidement Pierre, on va regarder donc la poule A. Donc dans cette poule A justement, c'est l'Afrique du Sud qui s'est imposée vendredi devant la Tunisie et qui a validé donc son ticket qualificatif pour les demi-finales. Donc le point Sénégal qualifié, 3 matchs, 3 victoires. L'Afrique du Sud donc qui arrive en deuxième position et la Tunisie, la Zambie passée donc à la trappe. Alors on va parler justement de la poule B, cher Tidiane. Les Sud-Africains qui vont affronter l'Algérie en demi-finale et justement, Fatou, nous allons faire le point sur la poule B avec des matchs assez disputés, en classement serré, mais dans cette poule, le Nigeria et l'Algérie ont su tirer leur épingle du jeu. Le point tout de suite avec Aïssatou Païfal. Que du suspense dans le groupe B de la CAN U23. Pour la deuxième journée en phase de poule, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria peuvent encore prétendre à une place dans le dernier carré et ainsi caresser un peu plus le rêve d'une participation au JO 2016. Le Mali est déjà éliminé de la course avec 2 défaites en autant de matchs. Et pourtant, ce sont les Aiglons qui vont priver les Pharaons de demi-finale à Mbour après leur victoire 1-0 contre l'Égypte. Algériens et Nigérians se sont séparés ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor sur un score nul, ce qui permet à l'Algérie de terminer leader du groupe avec 4 points grâce à une meilleure différence de but. Au départ, les deux équipes devaient s'imposer pour se qualifier sans rentrer dans un jeu de calcul. Le faux pas de l'Égypte dans l'autre match a finalement fait l'affaire du Nigeria et de l'Algérie. Les Fennecs qui ont terminé en tête de cette poule B seront confrontés à l'Afrique du Sud en demi-finale alors que le Nigeria sera opposé au Sénégal.
Voilà, donc pour la poule B, on regarde à nouveau le tableau final. Vous le savez, donc le Nigeria et l'Algérie qualifiés, là encore, c'était très serré, on l'a déjà dit, 5 points pour chacune des deux équipes. Le Mali, donc, qui passe là également à la trappe, de même que l'Égypte, alors qu'on disait que l'Égypte avait fourni l'un des plus beaux jeux donc, dans cette première partie de compétition. Alors justement, Ousmane, vous n'avez pas regardé donc, les équipes africaines jouer, mais vous avez eu aussi une petite expérience, une grande expérience même, dans les petites catégories. C'est important pour le vécu d'un joueur. Oui, bien sûr, ça fait emmagasiner de l'expérience dès le plus jeune âge. Moi, j'ai fait des sélections de jeunes en équipe de France en moins de 17, moins de 20, espoir. Donc ensuite, ça permet d'avoir plus d'armes pour s'imposer dans le monde professionnel. Très bien. Alors, le tableau final, donc les demi-finales, autant pour moi, on les retrouve. Le Sénégal affronte le Nigeria. Ce sera donc mercredi à 15h. Soyez au rendez-vous. Vous avez entendu les Olympiques demander le support massif. 60 000 places du stade de Paul Sédar Senghor soient remplies. En même temps, l'heure pose problème. 15h pour le pays organisateur, bon, ça fait un peu ticket. Mais même, il y a une place à aller chercher pour Rio 2016. Et je pense que même si le match se jouait à 12h, il faut que le stade soit rempli et qu'on mette la pression sur ces Nigérians, puisque quand même, une qualification aux Jeux Olympiques, ce n'est pas une mince affaire. On sait que le Sénégal a eu de très beaux souvenirs à Londres il y a 3 ans de cela. Et je pense qu'il faut le refaire, il faut y aller encore et ça ne sera que bénéfique pour le football sénégalais. Et 18h30, donc le deuxième match, l'Algérie qui en découdra avec l'Afrique du Sud. On reste toujours avec cette actualité de la CAN U23 parce que sur le Nigeria et la progression du Sénégal dans les petites catégories, Thierno Seydi a son avis. La présence d'infrastructures telles que le centre Jules-François Bocandé est en train de porter ses fruits. Les jeunes joueurs sénégalais font preuve de plus de maturité, notamment tactique. Thierno Seydi, agent de joueur, parle d'une équipe nigériane redoutable, mais qui présente aussi ses failles. Le voici au micro de Mamfatou Ndoye et Youssou Baro. Les Nigériens, parce que bon, ils ont toujours été bons sur les petites catégories, enfin sur les compétitions africaines. Donc, mais bon, le problème du Nigeria, c'est que à l'image du match contre l'Égypte, à chaque fois quand on regarde, en deuxième mi-temps, ils ont beaucoup de difficultés pour terminer les matchs. Alors je ne sais pas s'ils vont tenir comme ça jusqu'à la fin, mais je pense que le niveau d'ensemble du tournoi est assez élevé quand même. Il y a un travail de base qui est en train de se voir. Aujourd'hui, je ne dirai jamais assez l'apport que le centre Jules Bocandé a. Parce que je disais tantôt à quelqu'un qu'on sent que ces garçons commencent à évoluer tactiquement dans leur jeu, sur le plan tactique. On sent qu'il y a une certaine maturité qui dégage. Et je pense que c'est dû à la possibilité qu'ils ont aujourd'hui de pouvoir travailler régulièrement dans l'année. Et je pense que c'est ce qui se reflète aujourd'hui. Oui, on voit que le Sénégal est en train de progresser match après match. Et c'est de bon augure pour la suite. Ousmane, voilà un monsieur que vous reconnaissez, forcément. Oui, je le connais bien. Thierno, c'était un de mes agents avec Pape Diouf, Pierre Frelot et Étienne Mendy. Très bien. C'est l'occasion de lui faire un coucou. Ouais, je le salue vraiment chaleureusement. Très bien. Alors, du foot africain, nous passons cher aux Africains qui font le foot partout dans le monde et c'est le cas notamment en Ligue 1 française. Mardi dernier, Angers met fin à une série de 9 victoires en championnat du Paris Saint-Germain avec son capitaine courage Cheikh Ndoye. 4 jours plus tard, le capitaine angevin fait mieux et réalise un doublé à Gerland permettant à son équipe de l'emporter devant Lyon à 29 ans. Le milieu de terrain est enfin sous les feux de la rampe, titulaire à Angers. Le Rufisquois s'est ouvert depuis le mois de juin dernier les portes de la sélection du Sénégal. Nous l'avons rencontré il y a quelques semaines dans sa ville natale à Rufisque où tout a commencé. Mais le bonhomme a un pincement au cœur avec ce stade Ngalandou Diouf où il a fait ses premiers pas. Un stade qui se trouve dans un état désastreux et cela prive les jeunes Rufisquois de Navétane depuis 3 ans. De Rufisque à Angers, des terrains sablonneux à la lumière du foot moderne. Cheikh Ndoye nous raconte son parcours. Et stade bi franchement parler daf may fàttali lu bari daal fii laa débuté ba ma nekk fii ma nekk kon tey jii nii li ma leen mën a delloo njukkal mooy gën a góorgóorlu di ñafe parce que doomu Tëngéej laa amul Tëngéej. Alors qu'il brille sur les terrains gazonnés du championnat de Ligue 1 en France,
C'est pourtant sur un champ de ruines que nous retrouvons le milieu de terrain Cheikh Ndoye. 3 ans à l'ASC Manko, puis 3 autres années à l'ASC Yakar, 2 clubs de la ville de Rufisque. Le géant d'1,90 m, 92 kg, a évolué dans l'antre du stade Ngalandou Diouf, qu'il retrouve dans un état déplorable. ñetti at a ngi nii Sérène nawetaan amul Tëngéej football seen Tëngéej dafa dee mais ndax stade bi ñu yor travaux yi laay ñaan ñu def le tout ba terminer travaux yi nu mu gënee gaaw ba ñu moomaat suñu stade parce que terrain bi dafa am importance ci dëkk bi. Être sous les feux de la rampe à 29 ans, voilà qui est rare dans le foot moderne. Et pourtant, Cheikh n'a jamais douté. Avec un parcours parsemé d'embûches, le milieu de terrain savoure ses moments de réussite. dama xamul woon kañ la ndax dina yàgg wala du yàgg mais gëmoon naa ne dinaa dooni professionnel. yoon bi difficile woon na trop metti woon na bëri woon na xaaxaan waaye xuus naa ba sant yàlla bu baax a baax. En 2011, Cheikh Ndoye jouait encore en national à Épinal. Aujourd'hui, il porte le brassard de capitaine de l'équipe d'Angers en Ligue 1. Son abattage au milieu du terrain est impressionnant et en plus, il marque des buts. Mais l'enfant de Rufisque reste fidèle à sa philosophie qui se résume aux valeurs bien sénégalaises du fulla et du fayda. muy capitaine ñu jox ma capitaine ba ñu ma jox capitaine damay def sama rôle ci biir terrain bi ba ma waree waxaa samay partenaire damay waxaa sama partenaire ba ma leen di encourager dama leen di encourager parce que ñoo bokk équipe maillot bi ñu sol noir et blanc la donc sa partenaire da nga koy encourager parce que yéen a bokk li ngeen di ut. Avec l'arrivée de Aliou Cissé, Cheikh Ndoye intègre la tanière pour la première fois au mois de juin 2015. Même s'il n'a jamais goûté au plaisir d'une titularisation, le milieu défensif a fourni des prestations correctes en tant que remplaçant. Ce maillot national, il le définit comme quelque chose de sacré. kuy football ku ne da ngay ñaan yàlla sol sa maillot réew kon tey jii nii bu ñu la oowee nga di sol sa maillot réew dafa neex ci xol di gën a góorgóorlu nag xam ne Sénégal c'est le Sénégal pour tout le monde. Et quand il nous donne le mot de la fin, Cheikh ne déroge pas à sa philosophie, celle d'un guerrier. saa su ne wérgu yaram avancement leneen lu ma am rek bu ma am wérgu yaram lu ma am lu ne bénéfice la dinaa yokku cere dooli ñeex dinaa gën a góorgóorlu ñaan yàlla mu defal ma jàmm ma bañ a am benn gàllankoor bu soobee yàlla ñu ñaan yàlla mooy li xéewal gi. Vous savez ce qu'on dit en ce moment, faire le buzz. Clairement, c'est un joueur qui fait le buzz, qui a fait la une de tous les journaux sénégalais ce matin. Et clairement, il est impressionnant aussi, ce Cheikh Ndoye. Vraiment, il me surprend énormément. Je ne le connaissais pas bien, mais là, je le découvre avec Angers. C'est un joueur vraiment un battant, une grosse activité au milieu, qui se projette bien devant pour marquer des buts et un jeu de tête exceptionnel. Tout à fait. Donc, c'est en milieu de terrain qui parle. Qui parle de l'expérience. Donc, du coup, on se doute bien que peut-être il ne va pas rester à Angers très longtemps. Ah, je pense qu'il y a déjà des clubs sur lui pour la saison prochaine, c'est sûr. Très bien. On parle de Stoke City qu'il a supervisé. Et si on sait qu'à Stoke, on aime beaucoup le jeu de tête, je pense que c'est un joueur qui s'adapterait parfaitement au championnat anglais. Mais même Fatou, pour en revenir à ce garçon, je n'essaierai pas de le répéter. Nous l'avons rencontré lors de sa première convocation en équipe nationale à Bourg, c'était à Sali au mois de juin dernier. Et on a beaucoup discuté avec lui off the record et on se rendait compte que c'est un garçon quand même qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il veut. Et franchement, on n'est pas surpris de sa réussite actuelle. Il évolue en Ligue 2 et il cherchait un club en Ligue 1. Il vient à Angers et automatiquement il se trouve avec le brassard de capitaine. On lui a donné le brassard de capitaine et il montre vraiment sur le terrain qu'il l'a bien mérité. Voilà, bravo à Cheikh Ndoye. Par contre, je lui donnerai juste un carton jaune pour avoir fait souffrir le défenseur burkinabé Baki Koné. Comprendra qui pourra. Vraiment, les 2 buts, donc Baki n'a pas réussi à défendre sur toi, cher, si tu nous regardes. Alors, à présent, Ousmane, nous allons parler de vous. Nous savons que vous êtes un ancien footballeur. Saison de carrière professionnelle, entamée en France, terminée aux États-Unis. Mais vous avez le plus souvent joué en Italie, notamment à la Lazio de Rome, à l'Inter, à Parme. Vous avez également connu le plaisir de porter le maillot de l'équipe nationale de France. Et aujourd'hui, vous jouez les modèles pour promouvoir une ligne de vêtements. Votre parcours tracé ici par Mamadou Ndiaye.
Ousmane Dabo a vu le jour le 8 février 1977 à Laval. Son père, un ancien footballeur qui a évolué au Stade Lavallois dans les années 70, est d'origine sénégalaise. Le fils fait donc naturellement ses premiers pas de footballeur au Stade Lavallois et poursuit sa formation au Stade Rennais, club avec lequel il effectue ses débuts dans le championnat de France. En 1995-1996, Ousmane Dabo joue donc sa première saison dans l'élite. Il a 18 ans. En 1998, Ousmane Dabo et Michael Silvestre quittent Rennes, direction l'Inter de Milan, où le milieu de terrain a du mal à s'imposer. Par la suite, Ousmane Dabo a souvent changé de club. Après la Lazio de Rome, il a eu Vicenza, Monaco, Parme et Birmingham, et puis un retour à la Lazio de Rome. Ce milieu de terrain d'un grand gabarit est un très bon joueur. Il impose sa solidité physique dans la récupération des ballons et dans la relance. En 2011, Ousmane Dabo signe à l'Atalanta de Bergame. Il y passe 2 saisons et s'impose comme titulaire. Le club lombard est relégué en Série B à l'issue de la saison 2002-2003. Dabo est alors recruté par la Lazio de Rome. Après avoir subi plusieurs blessures durant sa première saison, il s'impose dans le club romain. Arrivé au terme de son contrat, il accepte une offre de Manchester City. Sa carrière chez les Bleus de l'équipe de France a commencé durant le mois de juin 2003, lors de la Coupe des Confédérations en France. 3 matchs seulement à son actif sous l'ère Santini, la concurrence à son poste était rude. En février 2011, il s'engage en faveur des New England Revolution, une franchise américaine située près de Boston. En juillet 2011, Ousmane Dabo met fin à sa carrière de footballeur professionnel, à la suite de plusieurs blessures qui le forcent à s'arrêter. Il y a une vie après le football, dit-il. Et cette vie après le football, Ousmane Dabo en consacre une partie à la mode, avec la marque French Deal. Lancée depuis 2011, Ousmane Dabo puise ses racines de son métissage né de l'union de son père sénégalais et de sa mère mayonnaise. Il y a une dizaine d'années, il décide de créer ici au Sénégal, à Ziguinchor, une école de football. Son souhait, offrir aux jeunes Sénégalais une infrastructure sportive leur permettant de jouer et de s'épanouir dans ce sport, avec comme objectif ultime de ramener les meilleurs en Europe. Alors Ousmane, est-ce un compliment de dire que vous étiez un bon milieu de terrain? En tout cas, votre portrait me fait très plaisir. Merci beaucoup. C'est un beau portrait. Donc, voilà, je suis content. Et puis, à l'image d'un match de foot, il y a forcément des temps forts et des temps faibles dans une carrière. Votre transfert, en fait, de Rennes à l'Inter de Milan a suscité beaucoup de polémiques à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on avait refusé de signer notre premier contrat pro à Rennes parce qu'il y avait une jurisprudence avec l'arrêt Bosman. C'est un peu compliqué, mais bon, il y avait un vide juridique. Et on en a profité pour partir à l'Inter parce qu'on n'était pas d'accord avec ce que nous proposait Rennes. Moi, je pense vraiment que les torts sont partagés parce qu'on nous a fait passer pour les vilains petits garçons. Mais Rennes aussi a fait beaucoup de choses pas très bien à l'époque et malheureusement, on s'est séparés en mauvais termes. Mais le fait que maintenant, il y ait Michael Silvestre qui soit vice-président du Stade Rennais, ça prouve qu'on était dans notre droit, quoi. Donc, sinon, il ne l'aurait pas repris au Stade Rennais. Très bien. Alors, Ousmane, on a vu que vous avez fait énormément de clubs, vous avez joué dans beaucoup de pays. Alors, qu'est-ce que vous regrettez dans votre carrière de joueur? Franchement, je n'ai pas de regrets parce que j'ai tout donné. J'ai 3 sélections en équipe de France? Ouais, j'ai 3 sélections en équipe de France, mais à l'époque, il faut se souvenir quand même de la concurrence qu'il y avait. C'est pas l'équipe de France de maintenant. C'était l'équipe de France de 98-2000. Devant moi, il y avait Deschamps, il y avait Vieira, il y avait Makelele, qui ne jouait même pas, Emmanuel Petit, Carambeu, et j'en oublie, Dacour. Voilà, il y a une grosse concurrence. Ouais, mais quand on parle de regret, certainement, par rapport au Sénégal, vous auriez pu être international sénégalais. C'est ce que j'explique souvent aux Sénégalais, parce qu'ils ne connaissent pas bien mon histoire. Vu que je suis né en France aussi, c'est pour ça, donc je l'explique. Mais moi, quand je suis né en France et j'ai grandi en France, et à l'époque, on ne pouvait pas changer de sélection comme maintenant. Moi, j'ai été sélectionné en équipe de France de jeunes à 16 ans. Donc, à la suite de cette sélection, j'étais déjà bloqué. Donc, le choix ne s'est même pas posé, puisque la fédération sénégalaise n'avait même pas connaissance que je pouvais jouer pour eux. Donc, il n'y a pas eu de choix à faire. J'ai été tout de suite pris en équipe de France et j'étais bloqué et j'ai fait la filière normale d'un jeune qui a grandi en France, quoi. Donc il n'y a pas de regret à avoir de ce côté-là, vu qu'effectivement la concurrence à l'époque était assez rude au milieu de terrain de l'équipe de France. Maintenant, parlons des temps forts, des moments où vraiment vous avez brillé, notamment avec des clubs. Comme le disait Cher, il y a eu beaucoup de clubs italiens. Il y en a qui ont été relégués. Ensuite, vous êtes parti dans d'autres clubs. Dans quel club vous vous êtes vraiment épanoui?
C'est surtout au début de ma carrière qu'on m'a prêté parce que j'étais très jeune justement en arrivant à l'Inter. Donc ils m'ont prêté pour prendre un peu plus de maturité. Donc j'ai fait quelques saisons dans des clubs un peu moins huppés. Mais après c'est vraiment à la Lazio-Drome où je me suis plu. On avait une très bonne équipe et j'ai passé 6 saisons là-bas en tout et j'ai gagné 3 titres. Donc c'est vraiment le top de ma carrière là-bas, la Lazio-Drome. Et bizarrement, la Lazio, on dit que c'est un club qui n'aime pas les joueurs de couleur. Mais non, mais ça c'est faux. Puisque vous pouvez voir actuellement, il y a Keita Baldé Diao qui est sénégalais, qui joue là-bas. Il y a Onazi qui est nigérian, il y a Mikel Siani, il y avait Djibril Cissé, il y a eu moi, enfin il y a eu plein de noirs. Ça c'est parce qu'il y avait une frange de supporters, c'est vrai, qui était fasciste. Mais maintenant, c'est moins le cas et il ne faut pas confondre tous les supporters. Pas généraliser. C'est comme si au PSG, quand il y avait la tribune Boulogne, avec les problèmes avec quelques supporters nazis, on aurait dit que tous les supporters du PSG sont des racistes. Donc c'est la même chose pour la Lazio. Vous avez même été capitaine. Voilà, j'ai même été capitaine. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les supporters. Au contraire, sinon, je ne serais pas resté aussi longtemps. Ouais. Alors, il y a un internaute qui nous envoie une question, justement, en voulant avoir votre avis sur la situation actuelle de la Lazio, qui est en difficulté dans le calcio. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes resté en contact avec les gens de cette équipe-là? Oui, je suis resté en contact. Je connais très bien le directeur sportif. Et j'ai un bon rapport aussi avec le président de la Lazio. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ils sont en train de souffrir. Ils ont perdu le derby contre la Roma. Et depuis là, ils ont perdu beaucoup de matchs. Donc j'espère qu'ils vont se ressaisir. Là, ils sont au milieu de tableau quand même, donc ça va. Mais il faudra qu'ils se ressaisissent rapidement. Alors, vous avez parlé de Baldé Keita, qui apparemment fait les yeux doux, entre guillemets, à l'équipe nationale du Sénégal, ou inversement, on ne sait pas, en tout cas, il s'est prononcé pour venir dans la sélection. Vous pensez que vraiment ça peut être un bon atout pour l'équipe du Sénégal? Moi, je suis un de ses sponsors. Pour moi, c'est un très, très, très bon joueur. Je le vois évoluer avec la Lazio depuis longtemps. J'ai une bonne relation avec lui, c'est un bon petit. Et quand je vais là-bas, on mange ensemble, tout ça. Et voilà, et c'est vrai qu'il est d'origine sénégalaise. Lui, il a grandi aussi, il a grandi en Espagne, à Barcelone. Espagne, Mais bien sûr, le Sénégal est dans son cœur aussi. Donc on verra la décision qu'il prendra. Ce n'est pas une décision évidente parce que je sais aussi que l'Espagne l'a sollicité. Donc voilà, ce sera en son âme et conscience. Maintenant, moi, je peux garantir que c'est un très très bon joueur d'avenir. C'est un très bon joueur qui pourra nous apporter pas mal de choses. Il paraît que quand même, ça penche beaucoup plus du côté du Sénégal. Vous connaissez le joueur. C'est ce que j'ai lu dans les journaux. Mais vous connaissez le joueur, vous connaissez l'homme. Est-ce que vous le voyez bien s'adapter en Afrique, dans la sélection du Sénégal, par exemple? Si jamais Aliou Cissé le prend en équipe du Sénégal, pour moi, ça deviendra un titulaire en puissance. C'est un joueur qui a vraiment des grosses qualités techniques, il va très vite. Et il fait le show quoi aussi, c'est important aussi pour un attaquant. Tout à fait. Voilà. Et il va plaire aux Sénégalais. Très bien. Alors Ousmane, la reconversion, on en parlera certainement, mais en attendant, on l'a dit dans le portrait, vous avez créé une école de football à Ziguinchor et c'est l'une des écoles pionnières, on va dire. Elle existe depuis 1999, elle est l'une des plus anciennes à Ziguinchor. Les joueurs s'entraînent sur la place Gao, répartis en 4 catégories allant des pupilles aux cadets. L'initiative est la vôtre, Ousmane. Ainsi, vous y mettez vos propres billes, mais encore, il reste beaucoup de choses à faire avant d'en reparler. Je propose de suivre ce reportage réalisé à Ziguinchor par notre correspondant Boubacar Diassi. C'est une place publique, la place de Gao, qui tient lieu de terrain d'entraînement à cette école de football. L'école de football Ousmane Dabo, qui compte 4 catégories en son sein, évolue uniquement en classe extramuros. On a 4 catégories. Lesquelles? Pipi, binge, minime et cadet. Donc aujourd'hui, on n'a que les 3 seulement. Voilà. On s'entraîne tous les mercredis soirs, samedi soir et dimanche matin. Les critères, c'est pas difficile. Là, les gosses donnent 1000 francs. Notre objectif, si l'enfant est là, à l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, là, il ne peut plus jouer à l'école de foot. Du nom d'un ancien international de football résidant actuellement en France, cette école de football est d'abord financée par celui-ci. Et puis, pour le reste, ce sont les frais d'inscription qui s'en chargent et les moyens du bord. On ne le souhaite pas si... il y a quelqu'un qui est blessé aux entraînements, là c'est le parent qui prend la charge. Pour s'inscrire dans cette école qui fait des résultats, comme en attestent ces 6 trophées remportés avec la manière, on ne badine pas avec les résultats scolaires, car les parents d'élèves ont un œil sur ce qui se passe ici.
Donc si tu as une moyenne de 12, mais c'est comme là, on te maintient. Maintenant, 11, 10 là, on va vous renvoyer. Voilà. Donc ça, c'est le règlement. Chaque 2 mois, là, je vérifie les bulletins et les cahiers et je passe aussi dans les écoles. Voilà. Pour ne pas avoir des problèmes avec les parents. Au total, 20 écoles de football existent à Ziguinchor. L'école de football Ousmane Dabo est l'une des pionnières puisqu'elle a été créée en 1999. Voilà, merci beaucoup Aboubacar Diassi. On a vu donc déjà la moyenne de 12, vous placez la barre assez haut. Il a un petit peu exagéré là, je crois, mais je le remercie beaucoup. C'est l'entraîneur de l'école de football, Tierno Diallo, qui entraîne les enfants depuis longtemps, quoi. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré justement à installer une école de football à Ziguinchor, alors que vous venez de le dire tout à l'heure, vous avez vécu en France, vous avez grandi en France, etc. Vrai. Mais c'est mon papa qui m'a sensibilisé sur mes racines sénégalaises, c'est normal. Je suis moitié français, moitié sénégalais, et je me sens autant sénégalais que français. Et depuis que je suis revenu au Sénégal, je suis venu au Sénégal pour la première fois. Ensuite, il y a des amis qui ont créé cette école de football quand je jouais à l'Inter de Milan. C'était un peu un club de fans, quoi. Très bien. Et voilà, et là, pendant ma carrière, je m'en suis pas trop occupé parce que j'avais pas le temps. Mais là, depuis que j'ai arrêté ma carrière, je veux vraiment faire quelque chose de bien, un petit projet sportif, quoi. Très bien. Alors, on voit clairement que, voilà, comme disait Boubacar, ça se fait extra-muros, donc c'est un peu à l'air libre. J'imagine que forcément, vous voulez aller plus loin par rapport à cette école. C'est indispensable justement parce qu'on peut voir qu'ils jouent sur la place de Gao. C'est pas évident pour bien pratiquer le football. Malheureusement, à Ziguinchor, il n'y a pas beaucoup de structures. Donc j'aimerais amener ma pierre à l'édifice, me rapprocher des instances aussi sénégalaises, que ce soit la fédération ou la mairie de Ziguinchor, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut créer peut-être un terrain synthétique pour que les enfants puissent jouer dans des bonnes conditions. Dans des bonnes conditions. Voilà. Ouais, par exemple, il y a eu l'exemple de Djambar avec Sayersek et Jimmy Adjevuboko, certainement, voilà, que vous connaissez, vous aussi. Peut-être que vous pourriez... je ne sais pas, faire appel à vos collègues footballeurs, anciens collègues footballeurs quand même, pour vous aider à concrétiser ce projet. Je suis en contact avec Sayersek, que j'ai vu tout à l'heure d'ailleurs. Je suis en contact aussi avec Mathieu Chupin, qui est à Dakar Sacré-Cœur. Voilà, il y a des bons exemples au Sénégal, avec Génération Foot aussi. Donc voilà, maintenant moi je ne sais pas si je pourrais faire aussi grand que cela, mais déjà le premier objectif, parce que je me suis posé des étapes, c'est de faire un terrain synthétique. Et ensuite on verra. L'objectif premier n'est pas forcément de faire sortir plein de joueurs en pro. Voilà. L'essentiel déjà, c'est de pouvoir leur donner les possibilités de jouer sur un terrain correct. Mais il y en a eu quand même des joueurs qui sont passés par votre école. Oui, quand même, ça fait plaisir parce qu'il y a Diafra Sako qui est passé par l'école de football Ousmane Dabo et aussi Stéphane Badji. Donc ce sont quand même 2 internationaux français et Tierno Diallo les a entraînés, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir après de les voir à un si haut niveau. Très bien. Ouais. Donc voilà, il y a encore des chantiers à construire et à mettre en place. Alors, vous l'avez donc noté, ces jeunes, ils doivent bien étudier. 12 de moyenne minimum. Moi, je veux juste savoir si Ousmane avait 12 de moyenne en classe. Non, mais Tierno exagère un petit peu là. Mais c'est important quand même, l'école est très importante. Il faut savoir que pour réussir dans le football, c'est très très difficile, il y a très peu d'élus. Donc ne jamais négliger les études. Et nous, on insiste beaucoup sur ce thème-là pour les enfants, pour que les enfants comprennent. Ouais. Les études sont d'autant plus importantes que les enfants sont plus à même de comprendre justement les enjeux liés au foot, qu'ils résistent à l'appel notamment de ces agents entre guillemets véreux, ce qui explique aussi votre présence ici à Dakar, Ousmane. Vous êtes l'un des parrains de l'association Foot Solidaire, le monde sportif, le gratin du monde sportif présent à Dakar. Oui, réunis à Dakar pour réfléchir aux voies et moyens de protéger les jeunes joueurs africains face aux arnaqueurs et aux dérives d'un système de recrutement sportif international. Une tâche ardue quand on sait que le rêve de devenir joueur professionnel et d'évoluer hante les têtes de beaucoup de jeunes joueurs africains. Mamadou Ndiaye s'est rendu sur le site où se tient la conférence. 15 000 jeunes footballeurs quittent chaque année le continent africain pour rejoindre l'Europe dans l'espoir de décrocher un premier contrat professionnel. Le rêve tourne pour la plupart au cauchemar. Fort de ce constat, les anciens footballeurs ont mis sur place une structure dénommée Ensemble,
une initiative de l'association Foot Solidaire. Objectif, la protection des jeunes footballeurs contre les atteintes à leurs droits et à leur dignité humaine. L'accompagnement social avec les services sociaux, mais notre gros travail aujourd'hui, c'est de sensibiliser les autorités publiques, les instances du football, justement pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions concrètes. Je pense que depuis quelques années, il y a un vrai phénomène de recrutement parce qu'il y a la réussite, tout le monde veut réussir dans le football, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, il faut donner des outils, accompagner les jeunes footballeurs. Parce que la carrière sportive est un vrai métier aujourd'hui. Quand on s'engage dans le football pour faire son métier, il faut être accompagné, il faut avoir un encadrement adéquat, mais il faut avoir la bonne information. Adopter une déclaration finale pour la protection des jeunes joueurs en Afrique était à l'ordre du jour de la conférence de Dakar cette année. Aujourd'hui, la fédération, justement, se donne le droit très souvent de bloquer certains dossiers. Quand on regarde à Dakar, par exemple, nous avons du mal à organiser, la Ligue de Dakar a du mal à organiser les compétitions parce que nous avons des centaines et des centaines de prétendants qui veulent créer des clubs unipersonnels. Et très souvent, ils ne compétissent même pas. Ils attendent le moment venu. Ils détectent des joueurs dans d'autres clubs ou même dans d'autres structures de formation. Ils les prennent. Ils le font passer par les canaux qui sont presque des canaux occultes. Et ces joueurs-là partent. Et nous combattons cela. Et l'arrivée ici à Dakar a pour objectif, justement, de proposer un projet concret de centre d'information dans les pays africains. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est vraiment l'information. Que les parents et les enfants, lorsqu'ils veulent prendre la décision de partir, parce que c'est une décision qui engage leur vie, qu'ils puissent avoir les éléments et des informations fiables et pas se fier aux informations qui leur sont données par des gens, au contraire, qui essaient de les exploiter et d'escroquer des familles. La conférence a vu la participation de plusieurs acteurs du monde du sport, sélectionneurs, anciens internationaux et les hommes des médias. Tous pour accompagner l'association solidaire pour stopper ce fléau qui gangrène le milieu sportif africain. Voilà, alors Jean-Claude, vous avez le don d'ubiquité puisque vous vous retrouvez à l'écran et en même temps sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Donc, vous êtes le président de cette association Foot Solidaire. Je pense que l'association existe quand même depuis les années 2000. Vous avez toujours sensibilisé un peu les jeunes et leur entourage par rapport donc, à certains risques. Au bout de 15 années d'existence, est-ce que les mentalités ont changé ? Déjà, je remercie de m'avoir invité ici, dans cette grande chaîne TFM, et je salue tous les téléspectateurs du Sénégal. Disons qu'effectivement, ça fait 15 ans qu'on se bat, que je me bats. Aujourd'hui, je ne suis plus aussi seul que par le passé, avec des parents comme Ousmane Dabo, Alassane Dour. On est en train de réveiller, je pense, réveiller les gens, parce que quand on a commencé, tout le monde nous disait que ça n'existe pas. Tout le monde voulait cacher la misère des jeunes footballeurs africains en Europe, les difficultés qu'ils rencontraient. Aujourd'hui, on a quand même insisté, le travail avec le Parlement européen, avec la FIFA. On a tout fait. On a eu des échecs, des réussites, mais au final, l'association est aujourd'hui reconnue au niveau international. Et les mentalités commencent un peu à changer parce que les gens acceptent qu'il y a un problème. Maintenant, de là à passer aux actes, c'est autre chose. Mais l'association est là avec toutes les personnalités qu'on a vues dans cette conférence. On a eu la CAF. Le président Ayatou qui a délégué. La FIFA était là, exactement, avec des sommités, des économistes, avec le président Senghor de la Fédération sénégalaise de football. Vraiment, on était très heureux de le voir. C'est quand même quelqu'un qui est une grande personnalité au Sénégal, en dehors du football, et qui a un grand nom aussi au Sénégal. Justement, vous avez bien identifié le problème. Est-ce que vous rencontrez des problèmes pour trouver des solutions? Et quels sont ces problèmes? Alors, rien n'est facile, parce que contre nous, on va avoir tous les gens qui veulent continuer à exploiter les enfants, qui veulent que les choses restent dans le désordre, dans le chaos, et dans ce chaos, les gens profitent. Donc, on va avoir contre nous ces gens-là. Mais notre volonté est quand même forte, et on commence à avoir des soutiens importants, des institutions commencent à être reconnues dans notre travail, et avec toutes ces personnes-là. Alors nous, on n'a pas la solution miracle, on compte justement sur le soutien des pouvoirs publics, des fédérations, pour nous accompagner, des organisations comme l'UNESCO, comme l'Organisation des migrations. On compte sur toutes ces personnes-là, avec nos amis en Europe, toutes les institutions européennes qui sont conscientes des problèmes. Et donc, on voudrait donc les amener à l'action, à agir.
fait. Alors, quand on regarde le dossier un peu de presse, on voit les chiffres. 15 000 mineurs qui quittent chaque année 10 pays de l'Afrique de l'Ouest pour émigrer à court et à moyen terme. C'est un nombre a priori que même les centres de formation en Europe ne peuvent pas accueillir. Mais Jean-Claude Bouvine, concrètement, comment cela se passe? C'est-à-dire, à quelles difficultés sont confrontés en fait les joueurs une fois sur place, s'ils ne réussissent pas les tests? Alors déjà, le problème de la migration, c'est normal de vouloir partir en Europe. Parce que quand on a le talent, aujourd'hui, c'est l'Europe qui offre les meilleures conditions pour pouvoir réussir dans le football. Tout le monde le sait. Et on voit également les réussites de nos joueurs en Europe. Maintenant, pour partir, il faut bien se préparer. Il faut être sûr d'avoir du talent. Il faut être bien entouré juridiquement, avoir un bon agent et être contacté par un club. Donc, après, aujourd'hui, il y a une grande concurrence qui existe en Europe, puisqu'on a beaucoup de joueurs africains qui sont déjà en Europe, des joueurs européens. Il y a une grande concurrence et les réseaux de recrutement deviennent de plus en plus sélectifs. On recrute des enfants de plus en plus tôt. Et comme nos enfants en Afrique n'ont pas toujours la chance d'être encadrés dès le plus jeune âge, ils ont un certain retard technique et parfois tactique que certains peuvent dire, penser que c'est parce qu'ils sont africains. Non, c'est simplement parce que les enfants, les moyens ne sont pas les mêmes, donc nos enfants n'ont pas les mêmes chances. C'est pour ça que parfois, on se dit, si les instances du football mettent des règlements en disant aux enfants ne partez pas en Europe, il faut que dans le même temps, on leur donne des solutions en Afrique pour pouvoir se former ici. Mais c'est ça le problème, puisque les parents, ce sont les parents eux-mêmes qui veulent envoyer leurs enfants à la Masia, à la Fabrica, au Real Madrid, puisqu'on n'a pas les mêmes conditions ici en Afrique. Et quand ils sont là-bas, a priori, on est sûr qu'il va devenir un grand joueur. Effectivement, les parents ne sont pas accompagnés. Aujourd'hui, le football est devenu, comme je disais tout à l'heure, scientifique. C'est devenu c'est les statistiques, c'est au niveau de la santé, ils sont de plus en plus pointus. Vous pouvez être un bon footballeur, arriver au test médical, vous calez. On voit également en Europe beaucoup de jeunes qui arrivent avec des problèmes de souffle au cœur parce qu'on n'a pas eu un suivi médical qui a été fait depuis le départ, des choses qu'on peut corriger. Donc il y a tous ces problèmes-là. Et c'est vrai que les parents sont les premiers protecteurs des enfants. Mais les parents sont un peu... on va dire, sont un peu perdus parce que tout le monde leur donne des informations. On leur dit votre enfant est très très fort, il est très bon, on va l'amener au Milan AC, à la Lazio, au Paris Saint-Germain. Mais qui peut vraiment dire que cet enfant est vraiment talentueux? Donc après, les fédérations ont un rôle à jouer. Les fédérations ne doivent pas lâcher, même si c'est difficile, même s'il y a les trafiquants. Il faut que les fédérations s'accrochent et qu'ils puissent essayer de canaliser tout ce football informel qui existe déjà, par exemple au Sénégal, il y a un grand phénomène des navétanes qui sont une institution ici. Il faut que la fédération continue à le canaliser, à le renforcer. Et il y a également les championnats de jeunes qu'il faut mettre en place parce qu'il faut que les enfants s'occupent en Afrique. Parce que s'ils ne font rien, ils vont se dire qu'il n'y a rien en Afrique, on veut partir. Alors que c'est simplement une question de... Alors justement, par rapport à ce phénomène, quelque part aussi, est-ce que les anciens footballeurs, là j'interpelle directement Ousmane, ne sont pas un peu complices? Puisqu'on a l'impression que dès qu'on a fini sa carrière, la première idée qu'on a, c'est de devenir agent. Finalement, tout le monde est agent. On ne sait pas vraiment aujourd'hui qui est agent assermenté, reconnu par les centres de formation. Est-ce que ça aussi, ça ne favorise pas? Quand on voit un Ousmane Dabo qui vient vous voir pour vous dire « oui, je vais vous amener dans un tel club », on a tendance plutôt à le croire. Et parfois, peut-être qu'il n'a pas forcément le réseau nécessaire. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à ça? Non, déjà, moi, je ne viens jamais voir mes gamins. Entre guillemets, je donne juste un exemple. Ouais, moi, j'insiste beaucoup justement sur le fait qu'il y a très peu d'élus et je ne vends pas du rêve aux gamins. Ce n'est pas bien de vendre du rêve pour rien. Je leur explique les difficultés qu'il y a déjà de s'imposer au Sénégal. Pour moi, c'est plus important d'abord de s'imposer au Sénégal, finir sa formation au Sénégal et ensuite vous serez repéré par des clubs européens si vous êtes talentueux. Voilà, et ça se fera tout naturellement. Ne pas forcer les choses parce qu'il y a des gamins qui se font abuser par certains agents justement véreux, qui ne sont pas forcément des gens connus justement. Je pense que les mecs plus connus, les anciens joueurs, ils sont plus sérieux parce qu'on connaît les difficultés justement que les gamins peuvent rencontrer en Europe. Et ces agents véreux profitent de justement la désinformation des parents. Des fois, ils leur font vendre des terrains pour pouvoir payer un billet d'avion ou pour pouvoir payer l'hôtel en France. C'est inadmissible. Il faut savoir que quand un club veut un joueur, il n'a pas besoin de faire payer les parents. Le gamin ne paiera rien. Il faut qu'on informe les parents en Afrique de comment ça se passe. Mais justement, de nos jours, on voit des grands clubs qui s'intéressent à des joueurs qui ont 12 ans, 13 ans, 16 ans. C'est le cas du Barça qui a été frappé d'une interdiction de recrutement parce qu'ils ont dans leur centre de formation des joueurs mineurs. Mais vous, Jean-Claude, comment est-ce que vous pouvez lutter contre ça puisque des grands clubs comme le Barça, le Real Madrid, le Chelsea qui recrutent des jeunes joueurs, quand un parent se lève un beau matin et il reçoit un coup de fil du Barça, je m'intéresse à votre garçon, c'est difficile quand même de dire non. Vous savez, quand vous enfreignez la loi,
Quand vous êtes hors la loi, même si vous êtes le Barcelone ou bien vous êtes un petit club de Dakar, c'est la même chose. Vous êtes hors la loi. On ne peut pas accepter que les gens travaillent en marge de la loi. Et quand les règles ont été fixées par la FIFA, c'est justement pour qu'il n'y ait pas ce genre de dérive. Parce que si on autorise aujourd'hui les enfants au Barcelone, pourquoi pas au Paris Saint-Germain? Pourquoi pas dans un autre club, c'est pas en Tunisie, en Asie? Donc il faut d'abord respecter les règles. Le football nous apprend quoi? Ceux qui sont dans les académies, on apprend aux enfants à respecter les règles. Le fair play, respecter ses partenaires, ses supporters, respecter son corps. Donc on doit respecter les règles. Et le Barcelone, la tendance qu'on a aujourd'hui, justement, c'est que tout le monde veut s'affranchir des règles parce qu'on est un grand club. On pense que, parce qu'on prend des jeunes en Afrique, même vous voyez les relations entre l'Europe et l'Afrique, l'Afrique est un peu, on va dire, un peu exploitée. On prend des enfants, on va dire, à très moins cher et puis on en fait des stars millionnaires, mais les clubs africains ne profitent pas de tout ça. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est à un carrefour. C'est une révolution qu'il faut qu'on fasse une évolution dans les académies africaines. Depuis que Jean-Marc Guillou a créé les académies à Abidjan, tout le monde a voulu faire les académies en Afrique. Mais sans les compétences, sans les moyens. Maintenant, on voit les dérives, les gens créent des académies pour gagner de l'argent. Et qui en pâtit? C'est les enfants. Maintenant, il faut qu'on fasse une évolution. C'est pour ça que Dakar est important. Nous, on est venus à Dakar parce que c'est un lieu chargé d'histoire. Il y a l'île de Gorée qui nous rappelle cet esclavage qu'il y a eu ici. On ne veut pas que nos enfants soient des marchandises, qu'on les vende. Mais pour certains qui peuvent prendre votre contre-pied, ils peuvent vous dire, par exemple, un joueur comme Messi, qui a quitté l'Argentine à l'âge de 12 ans, et qui a été pris en charge, qui a été soigné par son club, si la FIFA avait déjà appliqué ce règlement avant, on n'aurait jamais eu le bonheur de le voir jouer. Mais écoutez, moi je pense que Messi, même s'il n'était pas allé au Barça, il serait toujours Messi. Un joueur de cette qualité, il aurait joué n'importe où à un moment donné. Il aurait. Alors Jean-Claude, pour un peu avancer en fait dans le débat et bon, que ce soit vraiment, que le message soit bien perçu. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous dites? Vous nous dites qu'en fait, un joueur, tant qu'il est bon, qu'il attende que les clubs, les centres de formation viennent vers lui plutôt que de faire les démarches d'aller vers eux. Et puis également l'initiative que vous voulez mettre en place, la SUJFUT, il me semble. Oui. Parlez-nous-en aussi. Les deux choses. Alors, je pense que ce qui manque aujourd'hui en Afrique, c'est l'information. Parce que quand quelqu'un vous amène une lettre d'invitation d'un club et que c'est une fausse lettre d'invitation, vous ne pouvez même pas vérifier. Beaucoup de gens se font avoir par des fausses lettres. Donc on voudrait que le centre d'information soit ce lieu. On va travailler avec la Fédération sénégalaise de football, avec les fédérations, parce qu'il faut vraiment travailler en coopération avec les fédérations, où un parent viendra demander des informations. Parce qu'à la Fédération, ils ont beaucoup de choses à faire. Dans les championnats des jeunes, les sélections nationales, etc., les stages. Donc on vient suppléer les fédérations au niveau de l'information des jeunes et des familles. Qu'est-ce que c'est que le football professionnel? C'est quoi la carrière? Les contrats, comment ça se passe en Europe quand vous arrivez? On va vraiment être au service de l'accompagnement social des jeunes footballeurs. Et c'est aussi aider à la décision. C'est ce qui fait vraiment défaut aujourd'hui. Quand on veut voyager, personne ne nous dit ce qui nous attend en Europe. Donc, avoir des conseillers spécialisés qui vont vraiment accompagner, ce qui n'existe pas à l'heure d'aujourd'hui. Très bien. Et vous, en tant que foot solidaire, vous y gagnez quoi finalement? Nous gagnons que... Moi, je suis un ancien footballeur, Ousmane est un ancien footballeur. On protège nos enfants, on protège la jeunesse de notre continent parce que le football est un patrimoine de l'Afrique. C'est la jeunesse africaine, à travers le football, montre qu'elle est capable, au football comme dans d'autres domaines. Donc, on doit protéger nos talents. Et ça commence par des actions comme celle-là, mais on n'est pas seul. On a d'autres partenaires qui viendront nous accompagner. Donc, notre intérêt, c'est que le football se développe en Afrique. Si tous nos enfants partent, qui va développer les championnats locaux? Le football professionnel ne sera jamais développé, il n'y aura pas de spectateurs dans les stades, il n'y aura pas de recettes, il n'y aura pas d'argent et les enfants vont continuer à partir. Donc, mais Jean-Claude, là, il y a aussi une question de survie. Je veux dire, les joueurs, s'ils ont des contrats en Europe qui peuvent faire vivre une dizaine de personnes... S'ils ont des contrats, effectivement, quand on a un contrat, eh bien, on peut aller en Europe. Mais quand on n'a pas de contrat... Mais il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent en Europe et qui n'ont même plus qui dorment dans la rue. Hein, Jean-Claude, tu as l'exemple de beaucoup de gamins qui sont exploités justement par des agents qui les amènent en Europe. L'essai n'est pas concluant, ils abandonnent les gamins. Les gamins se retrouvent à la rue et voilà, et ils ont peur de peut-être revenir par honte. Ils ont peur de revenir en Afrique. Voilà. Alors, au bout de ces 2 jours justement de travail, de réflexion, qu'est-ce qui doit rester? Alors déjà, les participants devront s'engager. On souhaite adopter une déclaration finale. On sait que ça reste encore des écrits, mais les écrits restent. Mais surtout présenter, amener les gens, les fédérer autour de notre projet de centre d'information. Parce que le centre d'information, c'est quoi? Ça va être le suivi social. Donc on a besoin
de l'État, les pouvoirs publics, le ministère des Sports, le ministère de la Jeunesse. On a besoin de la fédération. On aura besoin des clubs qui participent. Bénévoles aussi? Des bénévoles, et effectivement. On va former ces personnes parce qu'il faut être formé pour s'occuper des enfants à ce niveau-là. Donc, l'idée, ce sera de dire, voilà, on a un cahier, on va dire un plan d'action, parce qu'il ne faut pas simplement arriver et dire on veut faire ceci au Sénégal, on veut faire ça. Il faut donner un plan d'action, un cahier des charges et un calendrier. On va vous dire, voilà, en septembre 2016, il faut qu'on ait déjà ça à Dakar. En mars 2016, en juin 2016. Par exemple, nous avons ce match de gala grâce à Ousmane qui va mobiliser tous ses amis footballeurs internationaux en Europe pour faire un match de gala à Dakar entre une équipe de foot solidaire et Galactim et les anciens de 2002. Peut-être Ousmane on va essayer, oui, on va essayer. Okay. Voilà, on essaie de mettre ça en place. Vous n'avez pas encore de date alors? Non, on n'a pas encore de date, mais parce que c'est quelque chose d'assez lourd à faire. Donc on aimerait le faire. On va essayer de le faire. Tout à fait. Alors je pense que le message est bien passé. Ousmane, il y a donc l'école de football donc à Ziguinchor et maintenant la reconversion. On va reparler un peu, le foot solidaire. Donc vous participez activement. Mais aussi, apparemment, il y a la mode. Vous aimez la mode? Oui, j'ai une marque de vêtements aussi avec deux associés à moi. Un jeune d'origine ivoirienne qui s'appelle Steven Kodja et aussi le joueur de NBA qui joue à Indiana Pacers, Yann Mahimi. Donc on est tous les trois associés et puis on s'est lancé dans cette marque il y a 3 ans. Donc on espère la faire grandir et puis que ça va marcher. Très bien. Le football, le milieu du foot, non? Non, le milieu du foot, je préfère le milieu justement du foot, mais au Sénégal, pour participer, pour amener ma pierre à l'édifice et aider des jeunes à avoir de bonnes conditions pour jouer au football. Voilà, c'est ça l'essentiel pour moi. En Europe, non, ça ne m'intéresse pas. Je pense être plus utile au Sénégal qu'en Europe. Très bien. Alors Jean-Claude, vous dites que vous êtes ancien footballeur, vous êtes ancien footballeur qui avait évolué avec le Cameroun? Alors moi j'ai joué en équipe du Cameroun, voilà. J'ai fait les Coupes du Monde junior pour la génération de notre regretté Marc-Vivien Foué, Rigobert Song, Tchoutan, Pius Ndiefi, c'est ma génération. J'ai joué au Canon de Yaoundé au départ et quand je suis parti j'avais 20 ans. J'ai quitté le Cameroun avec un contrat professionnel pour aller jouer dans un club qui était à l'époque en 2e division qui s'appelait l'AS Beauvais, qui s'appelle toujours l'AS Beauvais. Ensuite j'étais à Dunkerque, Boulogne-sur-Mer et ainsi de suite. Voilà, modestement, mais je pense que ça a été une belle carrière, j'ai découvert des choses. Je suis parti de mon petit quartier à Yaoundé, parce que moi, je suis dans une famille très modeste, mais le football m'a permis de sortir, de rencontrer des choses, de vivre une vie normale. Comment se porte le football camerounais? Le camerounais se porte c'est avec des hauts et des bas, mais je pense qu'il y a la CAN 2019 qui se prépare là-bas, donc les autorités sont en train de se remobiliser pour que les championnats revivent. On a des clubs comme le Canon de Yaoundé qui sont en train de revenir, qui essaient de revenir sur la scène nationale et espèrent être sur la scène internationale bientôt. Donc ça bouge, comme au Sénégal, ça bouge. Très bien. Alors en tout cas, on vous souhaite bonne chance dans vos différentes initiatives foot solidaire. Merci. Ousmane, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir amené aussi Jean-Claude et bonne continuation à vous deux. Merci. Voilà. Alors, vous le savez, amis sportifs, c'est désormais la tradition. Tous les mois, nous vous faisons gagner un maillot d'un international sénégalais en ce mois de décembre. Donc, Moussa Konaté est à l'honneur. D'ailleurs, nous profitons de cette antenne pour lui souhaiter un prompt rétablissement, puisque vous le savez, l'international sénégalais a été victime d'une fracture au bras et il sera indisponible jusqu'à la fin de l'année 2015. Alors, la question est simple et compliqué à la fois. Pour ceux qui le suivent, certainement très simple. En quelle catégorie Moussa Konaté a-t-il intégré l'équipe nationale du Sénégal? Alors, en cadet, en junior ou en senior? Vous savez bien sûr ce qu'il faut faire. Allez sur la page Facebook de Sport à la Une et donc répondez à la question et n'hésitez surtout pas à mettre votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler si vous gagnez ce fameux maillot. Alors, on va parler à présent donc de l'Europe, du foot européen. Coup de tonnerre en Allemagne, le Bayern Munich a enfin perdu un match depuis le début du championnat. En Angleterre, le Big Four est à la traîne. Et depuis qu'une équipe nommée Leicester a pris les commandes de cette première ligue en France, le PSG reprend sa marche en avant après le coup de mou connu en milieu de semaine face à Angers de Cherndouy, équipe promue et qui est 2e au classement. En Italie, surprenante défaite du Napoli face à Boulogne. L'Inter est aux commandes. Le tour des championnats européens, c'est avec Chertigan, Chersadi Boudiara et Bambira Diouf. Merci, monsieur.
fin de l'invincibilité du Bayern Munich en Bundesliga, la 15e journée a été fatale aux Bavarois qui ont courbé l'échine devant Borussia Mönchengladbach 3-1. Seule consolation pour les Munichois, le retour en compétition de Franck Ribéry, auteur de leur but, une défaite du leader qui profite à son poursuivant direct, le Borussia Dortmund. Les Borussiens ont dominé Wolfsburg 2-1 sur des réalisations de Marco Reus et Shigi Kagawa pour revenir à 5 points du Bayern Munich. Autre équipe qui voit son avance se réduire, c'est le FC Barcelone en Liga, tenu en échec par Valence, un but partout. Malgré l'ouverture du score de Luis Suarez, Barça n'a plus que 2 points d'écart avec son premier poursuivant qui est l'Atlético Madrid, victorieux à Grenade 2-1. Cette 14e journée a également souri au Real Madrid, facile vainqueur de Getafe 4-1 pour revenir à 4 points de Barcelone. En Italie, la 15e journée de la Série A a vu l'Inter de Milan repasser en tête du classement après sa victoire sur Genoa, signé Adem Yachis. Les interistes ont aussi bénéficié de la défaite surprise de Naples à Bologne 3-2. L'équipe napolitaine recule même à la 3e place devancée qu'elle est par la Fiorentina, dominatrice de l'Udinese 3-0. Pendant ce temps, la Juventus continue sa magnifique remontée au classement. Elle est désormais 5e à 5 points de l'Inter après sa victoire devant Lazio 2-0, œuvre Paulo Dybala. L'Olympique lyonnais en Ligue 1 française est lui dans la tourmente. Lyon a encore sombré lors de la 17e journée 2-0 devant Angers de Chernoï, auteur d'un doublé. Les Angevins solides de fin du Paris Saint-Germain d'Ibrahimovic qui a pris le meilleur sur Nice 3-0 pour demeurer invaincu en championnat. Encore loin du podium, l'Olympique de Marseille peine toujours à gagner à domicile. Les Marseillais se contentent une fois de plus d'un nul, 2 buts partout, arraché face à Montpellier. En Première Ligue, la 15e journée est à mettre au profit de Leicester, nouveau leader, une position qui résulte de sa victoire à Swansea 3-0, signée de l'Algérien Riyad Mahrez, auteur d'un triplé, combiné à la chute de Manchester City à Stoke. Au titre, Liverpool a vu sa belle série s'arrêter à Newcastle, vainqueur 2-0. Chelsea ne s'en sort pas mieux. Les Blues se sont inclinés à domicile devant le premier Bournemouth, 1-0. La saison de galère continue pour Mourinho et sa bande. Les buzz du web, c'est bien sûr votre rubrique hebdomadaire avec son animateur, son chroniqueur, Momo Dugaï. Momo Dugaï, bonsoir. Bonsoir Mampatou, bonsoir Chatigan. Bonsoir. Alors, on démarre avec la France, avec un but à la NTEP, on va dire, qui a fait dégénérer une fin de match. C'était en Coupe de France le week-end dernier. Oui, Mampatou, un but polémique de Herman Corré. Ce week-end, en Coupe de France, Herman Corré a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Avant la ligne de but, l'attaquant se met à 4 pattes et pousse le ballon de la tête dans le but. Une action sujette forcément à polémique. Regardez. Superbe, Concarneau qui se qualifie sur ce deuxième but et le gardien de Edouard qui est particulièrement énervé, il a fait un geste, il a chambré tous les voltigeurs là, l'attaquant de Concarneau en arrêtant la balle au pied et en se permettant de l'arrêter juste avant la ligne et en la poussant de la tête, il est fou de rage. Grégory Douard, l'ancien Concarneau, il faut qu'il se calme là, les esprits sont en train de s'énerver, il ne faudra pas que ça se finisse mal dans cette partie, ce 8e tour. Quel contre Un peu chambreur quand même. Donc, validé, un but validé, évidemment. Il n'y a aucune raison. Notre caméraman Alun dit qu'il mérite un carton jaune, mais pas du tout. Mais c'est comme ça. Il n'a pas enlevé son maillot. Non, franchement. Et puis, bon, c'est le football, c'est le spectacle. C'est comme quand Neymar fait ses roulettes, les gens parlent de chambrage. Alors que je pense que les gens sont là pour voir ça. Bon, cher, il ne faut pas trop pousser non plus. Oui. Alors, en mai 2014, le Rennais, en fait, Georges Ntep avait marqué de la sorte justement sur la pelouse de Reims aussi. Oui, bien sûr. On peut même regarder le but de Ntep, c'était en 2014.
Honnêtement, si ça, c'est pas chambré, moi, je sais pas ce que c'est. Bon, mais... Vraiment. Moi, je vois... Le Français, Anthony Modeste, victime d'un sabotage d'un gardien bien malicieux. Oui, il a manqué un penalty ce week-end face au Augsbourg. Le Français a été victime d'un sabotage de la part du gardien adverse qui a volontairement creusé un trou au point de penalty. Regardez. Die Füße von Hitz. Schiedsrichter Siebert bemerkt Hitz oder Modest. Modest rutscht aus! Augsburg noch ganz erregt wegen der Fehlentschütze weg. Anthony Modest. Sollen wir nochmal nach Fair Play fragen? Risse tut es. Und Hitz will nichts davon wissen. Alors là, du coup, c'est vraiment pas fair play. Oui, autant pas fair play, le but. C'est du spectacle. Mais c'est de bonne guerre. Non, tous les moyens sont bons. C'est pas fair play, mais c'est de bonne guerre. Tous les moyens sont bons. C'est comme celui qui avait joué les gardiens de but en empêchant le Ghana d'aller en demi-finale. Mais lui, il va être sanctionné par contre, je pense. Sûrement. C'était le risque. Parce que ça, c'est de la triche, tout simplement. On va suivre ces informations-là jusqu'à la semaine prochaine, peut-être. D'accord, tu nous tiendras au courant. Alors, encore un joueur qui fait parler de lui, hein, et pas seulement dans le bon sens. Monsieur Luis Suarez, coutumier des faits. Oui, coutumier des faits, malgré sa déclaration, Luis Suarez, après le match, je n'ai pas fait extrait, je lui ai présenté mes excuses. Ce sont des choses qui arrivent entre attaquants et défenseurs. Oui, ce n'était pas visiblement pas suffisant pour satisfaire l'ex-monégasque. Sur Instagram, ce dernier a posté une photo de lui avec les souvenirs laissés sur son pied et sur son bras, avec des commentaires, un petit commentaire, c'est juste Suarez. Très bien, donc il faut juste préciser qu'en fait, c'est Abdenour, Aymen Abdenour, hein, le défenseur de Valence, international tunisien, qui a été donc victime d'une agression par Je Suarez. ne vais pas donner mon avis. D'accord. Par contre, moi, je voulais avoir ton avis sur ça. Suarez vraiment, c'est... Non, Abdenour, quand même, sur ce coup-là... Il a exagéré. Ah, c'est le Catalan qui parle. Il a exagéré. On reste en Espagne, où le Classico se joue aussi sur Twitter. Quand Guti répond à Piqué. Oui, Gérard Piqué a fait parler de lui un millier de semaines. La raison, un tweet moqueur pour chambrer la bourre du Real de Madrid, qui a aligné un joueur suspendu en Coupe du Roi, Denis Cherichev, et a donc été éliminé de la compétition. Il fallait s'attendre à une réplique du côté de la Maison-Blanche. Elle est intervenue samedi par l'intermédiaire d'un ancien merengue, à savoir Guti, l'ex-milieu de terrain madrilène, a profité du match nul du Barça, du FC Barcelone face à Valence, un but partout pour se moquer du grand rival, lui aussi via Twitter avec une flopée de smiles qui accompagne avec un petit message. Il faut féliciter le Barça pour le point pris. Là, on attend la réaction de Chertigan. Non, en tout cas, Guti, c'est un coutumier des faits. Tu sais, à Madrid, on reproche beaucoup à Piqué ses déclarations, ses prises de position. Que j'ai trouvé d'ailleurs maladroite concernant... justement cette élimination du Real Madrid. Ouais, mais ça c'est du Piqué. Mais Guti aussi, il fait du Guti. Non, mais toute proportion gardée, je veux dire obtenir un point du nul à l'extérieur et se faire éliminer d'une coupe parce que voilà, on a fait jouer un joueur suspendu, pour moi, il n'y a pas photo. Non, donc, même si Guti essaie de répliquer, voilà, ça n'a pas le même impact. Sur ce coup-là, le Real a été vraiment très léger. Et obtenir un point à Valence aussi, je pense que c'est une performance même, connaissant Messi. Les Catalans. Et comme il est de coutume, Mamadou Ndiaye, on termine avec la vidéo bonus. Oui, c'est bien de chez nous, les coulisses de la CAN U23 dans les gradés. Regardez bien, ce jeune homme a vécu intensément le match entre le Sénégal et la Zambie. Il est à la fois coach, joueur et parfois même supporter.
Voilà, c'est la passion, mais aussi la pression de la rencontre. C'est pas du tout facile de suivre, de regarder le match de l'équipe nationale du Sénégal. Hein. Alors, on rappelle bien sûr que le Sénégal donc, joue sa demi-finale contre le Nigeria mercredi prochain à 15h. Ils l'ont dit, ils l'ont redit, ils ont besoin du soutien des supporters, notamment d'Ale Kaza, mais aussi de tous les férus de foot. Donc, soyez au rendez-vous mercredi. Merci Mamadou Ndiaye, vous restez avec nous puisque désormais également tous les lundis nous faisons le point sur la saison régulière du championnat de basketball américain. Celui-ci a démarré, vous le savez, au mois d'octobre dernier. Les Warriors de Stephen Curry restent toujours invincibles depuis le début de ce championnat et un grand bonhomme du basket va arrêter sa carrière à la fin de la saison. Il s'agit bien sûr de Kobe Bryant. Alors le point sur ce championnat de NBA, c'est préparé par Cheikh Sadibou Diarra avec la contribution de Mamadou Ndiaye. Regardez. Qui va arrêter les Golden State Warriors? C'est la question que se pose le monde du basket. Champion NBA en titre, Stephen Curry et sa bande démarrent la saison 2015-2016 en trompe. Ils sont sur 22 matchs sans défaite, série en cours. Le record pour un début de saison dans cette ligue. Meilleur joueur de la saison dernière, Stephen Curry n'est pas étranger à cette réussite. Avec 32 points et 6 passes décisives, il est la locomotive des Warriors, ce qui lui permet d'être élu joueur du mois dans la conférence Ouest. Alors qu'à l'Est, c'est le revenant Paul George qui est choisi. Après une absence d'une année à cause d'une blessure, le leader des Pacers d'Indiana affiche les stats dignes d'un MVP avec 27 points et 8 rebonds de moins par match, dont 1 à 48, 13 rebonds record en carrière. Néanmoins, Paul George ne figure pas dans la liste des 5 majeurs de la semaine où figure l'inévitable Stephen Curry, en compagnie de James Harden des Houston Rockets, Kawhi Leonard des San Antonio Spurs, Blake Griffin des Los Angeles Clippers et Andre Drummond des Detroit Pistons. Une semaine marquée par l'annonce de la retraite de Kobe Bryant, 37 ans, en fin de saison 2015-2016. La légende de la NBA a fait la déclaration en début de semaine passée, motivée par la situation de son équipe, Los Angeles Lakers, dernière de la conférence Ouest et ses stats en baisse, seulement 16 points de moyenne par match. L'arrière sera à coup sûr dans le panthéon des meilleurs joueurs de l'histoire du basketball. Son palmarès en témoigne. Double champion olympique 2008-2012, 5 titres de champion NBA, MVP 2008, 17 sélections All-Star, 2 fois meilleur marqueur de la NBA, 3e meilleur marqueur de l'histoire, dépassant même Michael Jordan. Une performance de 81 points face aux Raptors de Toronto. Une liste loin d'être exhaustive. Pour terminer, voici quelques... Voilà, merci beaucoup à Cheikh Sadibou Diarra et bien sûr au monteur également Sakorlas. Alors, cher Tidiane, une petite question, qui va arrêter les Warriors? Indiana, dès ce soir. Un match qui va pas tarder à commencer, minuit. En tout cas, c'est une équipe qui est capable de se permettre même 20 points de retard dans un match et de gagner. Ils sont injouables, franchement, ces Warriors. Bon, on va voir s'ils vont tenir, mais quand même, franchement, c'est du très très lourd. Très bien. Merci cher Tidiane, merci Mamadou Ndiaye. C'en est fini pour ce soir, pour votre Mag Sport à la une. Merci à toutes les équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission. Encore une fois, merci à Boubacar Diassi, notre correspondant de Ziguinchor. Merci à Bibi, la maquilleuse, au réalisateur Pierre Da Silva. Et puis un grand merci à ma coiffeuse, Absa de Lily Coiffure, dont vous retrouvez l'adresse ci-dessus. Excellente semaine à tous, bonne semaine et commencez à bien préparer les fêtes de fin d'année. Au revoir.